La stratégie de domination rapide, plus connue sous le nom de choc et effroi, nécessite l'emploi d'armes parmi les plus efficaces au monde. Une grosse explosion, un gros boom. Elles doivent être assez puissantes pour écraser physiquement et psychologiquement l'adversaire. Il est capable de tout à n'importe quel endroit de la planète. La surprise est également un facteur crucial. À quelle vitesse ces armes peuvent-elles être déployées et quelle est leur portée? Décoller d'un porte-avions, ça vaut toutes les montagnes russes du monde. Nous avons sélectionné les armes que nous estimons au-dessus du lot parmi 6 catégories distinctes. Les fusils courte portée, l'artillerie lourde, les guerriers robotisés et dans cet épisode, les armes de choc et d'effroi. Maintenant, c'est à vous de décider laquelle vous semble la meilleure. Quoi de mieux qu'un compte à rebours pour commencer notre classement? À la 10e place, le canon suédois MK110, l'un des systèmes d'artillerie navale les plus évolués au monde. Ses atouts sont sa précision, sa cadence de tir et ses munitions programmables. Le 110 est un canon naval ultramoderne, conçu pour s'attaquer à toutes les menaces navales imaginables. Les canons navals traditionnels sont très efficaces contre de grosses cibles lourdement blindées. Mais les menaces modernes vont des petites embarcations très maniables aux drones automatisés ultra légers. Et le Mark 110 a donc été conçu pour être plus polyvalent. 220 coups par minute, c'est une cadence exceptionnelle. Il est doté de munitions intelligentes. Elles s'adaptent au type de menaces rencontrées, que ce soit des missiles anti-navires ou des cibles de surface. Mais il est également très fiable, ce qui est capital. Ces munitions forment l'élément clé de ce canon multifonction. Grâce à sa portée de 14 km et demi et à ses obus contenant 8000 fragments en tungstène préformé, ses effets sont dévastateurs. C'est comme un tir de fusil. Même sur une cible très mobile, la pluie de plomb qu'il envoie est dévastatrice. Son obus de 57 mm n'est pas gros selon les standards de la marine. On pourrait croire que cela prive le canon du facteur d'intimidation dans le principe du choc et de l'effroi. Mais le détonateur intelligent peut être programmé selon 6 réglages différents. En mode explosion aérienne, l'obus saute au-dessus de la cible et l'inonde d'une pluie mortelle de fragments de tungstène. Toutes les cibles molles du bord sont alors détruites, mais le navire en lui-même reste intact. Ce mode rend l'obus absolument impossible à brouiller. Même les contre-mesures électroniques ne fonctionnent pas. 3 modes de proximité distincts utilisent un radar pour déclencher la fusée lorsque l'obus s'approche de la cible. Il perçoit les réflexions des signaux qu'il envoie devant lui. Si une cible est proche, cela déclenche la détonation. Pour les cibles fortement blindées, le mode impact fait exploser l'obus au contact pour maximiser les dégâts. Les munitions intelligentes sont le facteur crucial. Nous n'avions jamais rien vu de tel. Le mode de détonation peut même être reprogrammé jusqu'à la mise à feu pour s'adapter à tous les types de menaces et garantir la meilleure efficacité possible. Le Mark 110 a déjà été choisi par l'US Navy pour ses nouveaux vaisseaux de combat en milieu littoral, ainsi que par les patrouilleurs des gardes-côtes américains. Selon nous, le Mark 110 a une excellente puissance de feu, mais le fait qu'il soit installé sur un bateau abaisse ses notes de mobilité et d'intimidation. Il offre avant tout beaucoup de solutions. Quittons la Suède pour nous rendre en Israël où nous attend le numéro 9 de notre classement d'armes de choc et d'effroi, le missile Delilah. Dans la guerre urbaine moderne, il faut savoir détruire les cibles, mais également éviter les dommages collatéraux superflus. Tous les systèmes de missiles avancés sont conçus dans cette optique. Les charges sont réduites au profit d'une plus grande précision, permettant de minimiser les risques de dégâts involontaires. Mais Israël est allé encore plus loin avec un missile révolutionnaire spécialisé dans les frappes en profondeur.
Son nom, Delila. Une fois sa cible repérée, le missile Delila peut attendre la confirmation de son identité avant d'enclencher son attaque. Cette intervention humaine minimise grandement les risques d'erreur. Il s'agit d'un missile de précision doté d'une capacité d'attente. Un bon avion équipé d'une bonne arme, c'est ce qui offre le meilleur avantage. Il est très petit, sa charge n'est que de 30 kg. Si elle est petite, c'est parce qu'on a voulu qu'il soit précis, de manière à contrôler au maximum les dégâts collatéraux. Il est très aérodynamique et il peut rester très longtemps en l'air. Les missiles de croisière sont des sortes de drones. Ils s'attaquent à des cibles préprogrammées. Le Delila, par contre, peut tourner autour de la cible pour attendre le moment d'attaque idéal. Une fois tiré, le Delila vole de manière entièrement autonome jusqu'à une destination préprogrammée à l'aide d'un GPS et d'un système de navigation par inertie. Une caméra installée dans le nez du missile localise une cible pouvant se trouver jusqu'à 16 km plus loin, puis en transmet une image vidéo à la base. Si la cible doit être vérifiée, le missile tourne autour de la zone en attendant de recevoir l'ordre d'attaquer, d'abandonner ou de se mettre à la recherche d'une autre cible. Le fait que l'opérateur puisse voir la cible, comprendre avec précision où frapper et se concentrer sur un point bien spécifique est la clé du succès de ce genre d'attaque. Le système aérien d'origine s'est vu adjoindre depuis peu une version terrestre et une version navale, offrant une capacité de frappe d'une portée supérieure à 150 km. Les nouveaux modèles utilisent une fusée d'appoint pour faire monter le missile jusqu'à son altitude optimale, puis le moteur à réaction s'allume pour la phase de croisière. Il peut être tiré depuis un avion, un hélicoptère, un navire ou bien depuis le sol pour atteindre une cible située plusieurs centaines de kilomètres plus loin. Avec le Delila, je me sens en confiance. Et je sais que je vais mener ma mission à bien. Malgré sa grande précision, la petite charge de 30 kg du Delila et sa faible portée réduisent ses capacités de choc et d'effroi. Le missile intelligent d'Israël ne prend donc que la 9e place de notre liste. À suivre, notre compte à rebours continue avec une bombe emblématique, mais aussi avec un avion capable de tous les exploits pyrotechniques. Notre compte à rebours des plus grandes armes de choc et d'effroi se poursuit avec une arme dont le surnom est on ne peut plus révélateur. Vous allez découvrir la mère de toutes les bombes. C'est en effet le surnom que ses créateurs ont donné à la Moab, ou bombe de destruction massive par souffle. Elle est incroyablement puissante. Il s'agit de l'arme conventionnelle la plus massive jamais construite, si l'on s'en réfère à la quantité d'explosifs transportés. La Moab, la plus grosse arme aérienne à guidage satellite de l'histoire, mise tout sur la puissance de feu. Ce monstre de 9 mètres de long pèse 9800 kg et contient près de 9 tonnes d'explosifs H6. Pendant les tests, certains pensaient qu'il s'agissait de petites armes atomiques. Pour le même poids, plusieurs petites détonations seraient plus efficaces. Mais la puissance destructrice d'une seule énorme explosion, ainsi que l'effet psychologique du champignon d'aspect nucléaire qu'elle soulève, sont des facteurs indéniables. Tir direct, bien joué. Vous en larguez une et vous anéantissez une cible de taille conséquente en une seule fois. C'est la spécialité de cette bombe. Et elle le fait très bien. L'impact psychologique de la Moab lui vient de l'engin qui l'a précédé, une bombe de 6800 kg appelée Blue 82. Très utilisée au Vietnam, elle était surnommée la faucheuse de Marguerite. Sa mission première était de dégager des zones dans la jungle pour créer des aires d'atterrissage d'hélicoptères. On larguait une faucheuse de Marguerite en plein milieu de la jungle pour permettre aux hélicoptères de se poser. C'était très dangereux pour toutes les personnes proches du site de l'explosion. Mais ensuite,
la faucheuse de Marguerite est devenue une arme avant tout psychologique. Le premier test grandeur nature de la Moab a eu lieu sur la base aérienne d'Eglin le 11 mars 2003, 9 petits mois après le début de son développement. Elle est larguée de l'arrière d'un C-130 comme celui-ci. La rampe s'ouvre et une plateforme standard apparaît. Le parachute tombe en premier et entraîne la plateforme derrière lui. Ensuite, la bombe se détache de la plateforme et continue sa chute. Contrairement à la faucheuse de Marguerite, la Moab est dotée d'un système de guidage. Pendant son vol, qui peut se poursuivre sur plus de 5,5 km, le GPS et les gyroscopes internes guident la bombe vers la cible, au-dessus de laquelle elle explose juste avant l'impact. Les fusées touchent le sol en premier et font exploser la charge principale avant le contact. Cette détonation au-dessus du sol augmente énormément le rayon de destruction de la bombe. Cela nous permet de maximiser l'onde de choc de l'explosion. De plus, cela évite de répandre des débris du sol autour d'un point d'impact. Une gigantesque boule de feu très intense se forme. C'est le premier effet visible après la détonation, suivi par une onde de choc. Si l'on se trouve à proximité, l'explosion est fatale. Un peu plus loin, on souffrira de dégâts auditifs ou de blessures internes. Malgré l'explosion massive qu'elle génère, c'est à la force de son impact psychologique que la Moab doit sa notoriété. Elle a changé le visage des combats, dans le sens où l'on n'a plus besoin de s'engager sur les champs de bataille et d'utiliser des munitions de précision. L'effet psychologique s'avère parfois suffisant. Tir direct, bien joué. La Moab est difficile à transporter et sa portée est relativement faible. Mais elle atteint la note maximale dans les domaines de la puissance et de l'intimidation. Lors des attaques par tapis de bombes pendant la Seconde Guerre mondiale ou la guerre du Vietnam, on larguait une énorme quantité de bombes sans aucun guidage, causant d'énormes dégâts à l'aveugle. Aujourd'hui, le mot-clé est la précision. Il s'agit de mobiliser juste assez de puissance pour détruire la cible visée et rien de plus. La SDB, ou bombe de petit diamètre, est un missile autoguidé conçu pour minimiser les dommages collatéraux. Elle prend la 7e place de notre classement. La bombe de petit diamètre est l'arme à guidage de précision la plus récente de l'armée de l'air. Comme son nom l'indique, elle est très petite. Elle nous offre une distance de sécurité de 65 km et de 18 km au minimum. Elle propose également des options suivant le blindage de la cible, ce qui nous donne une grande flexibilité en opération. Longue de moins d'1,80 m, la SDB permet au bombardier d'emporter plus de munitions. Et il peut ainsi s'attaquer à plus de cibles. Cela augmente le taux de frappe par mission et optimise la portée effective. De plus, elle est très précise. Avant le décollage ou même en plein vol, les coordonnées de la cible sont entrées dans la bombe. On peut la larguer même si on s'éloigne de la cible. Sa conception et son GPS lui permettent de faire demi-tour et de repartir vers la cible. Une SDB ne pèse que 115 kg, soit 2 fois moins que la Mark 82, la plus petite bombe utilisée jusque-là par l'US Air Force. Mais comme on peut en transporter 4 fois plus, la SDB augmente très sensiblement le taux de frappe effective. Pouvoir multiplier par 4 la force de frappe est un énorme avantage pour l'Air Force. Ces avions peuvent toucher 4 fois plus de cibles par sortie grâce à la SDB. Ce jet peut emporter plusieurs SDB. Les données nécessaires sont fournies par les détecteurs embarqués ou extérieurs, ce qui nous permet de toucher différentes cibles avec une précision millimétrique. Pour tirer le meilleur parti de cette précision, la SDB comporte moins d'explosifs que les bombes du passé. La bombe de petit diamètre nous permet de ne toucher par exemple qu'une pièce bien précise d'un immeuble, où qu'elle se trouve à l'intérieur. On peut y envoyer la SDB sans démolir tout le bâtiment. Le détonateur peut être réglé selon différents modes, de l'explosion aérienne à la détonation à l'impact.
La fusée située à l'arrière de l'ogive est dotée d'un interrupteur capable de détecter le moment de l'impact. L'explosion peut être déclenchée à l'impact ou retardée. Par exemple, lorsqu'il s'agit de percer un blindage, pour que la bombe n'explose qu'une fois à l'intérieur de la structure. En mode retardement, la SDB peut pénétrer près d'1 mètre de béton armé avant d'exploser. Dans beaucoup de situations de combat, on doit renoncer à frapper la cible par crainte que le souffle généré par la plupart des armes modernes endommage trop de bâtiments et blesse ou tue trop de civils. La SDB minimise les dégâts collatéraux et permet donc de frapper la cible sans présenter de danger pour la population civile. Une SDB courte portée ne transporte que 20 kg de tritonal, un mélange très explosif. Et son facteur d'intimidation est donc relativement restreint. Mais sa petite taille et son faible coût permettent de multiplier par 4 sa puissance de feu. Depuis le début de ce compte à rebours d'armes de choc et d'effroi, nous avons vu avec quelle précision la bombe de petit diamètre peut éliminer des cibles prioritaires. Certaines cibles demandent une puissance de feu plus conséquente, mais les bombes conventionnelles sans guidage n'ont souvent pas la précision nécessaire dans beaucoup de situations de combat. La solution à ce problème se trouve au 6e rang. Son nom, la JDAM. C'est un système qui transforme une bombe conventionnelle en bombe intelligente. Elle lui offre une grande précision et permet de toucher une cible n'importe où dans le monde avec une précision de 5 mètres. Cette arme, il ne faut jamais sortir sans. L'ennemi sait avec quelle précision on peut le frapper. La JDAM, acronyme de munitions d'attaque directe conjointe, règle un problème aussi vieux que la guerre aérienne. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il fallait des centaines, voire des milliers de bombardiers pour détruire une seule cible. L'opération Tempête du désert a mis ce problème en exergue. À cause du sable, de la poussière et de la fumée, les pilotes de combat n'arrivaient pas à se verrouiller sur les cibles au sol. C'est pour lutter contre l'inefficacité des bombes conventionnelles que le développement de la JDAM a commencé. L'armée voulait une arme guidée par satellite, par tout temps, largable dans les nuages ou la fumée, pour détruire les cibles visées même par mauvais temps. Avec l'apparition de la JDAM, un appareil peut désormais détruire autant de cibles qu'il transporte de bombes, ce qui n'était pas du tout le cas auparavant. La JDAM n'est pas l'arme en elle-même. Il s'agit d'un système adaptable qui convertit une bombe conventionnelle en missile intelligent autoguidé. Ce que nous voyons ici, c'est la section arrière de l'arme. Elle est constituée d'un récepteur GPS et des composants informatiques embarqués de son système de guidage. Avec une portée de 29 km depuis le point de largage, la JDAM est très efficace contre les objets immobiles. Mais pour les cibles se déplaçant rapidement, les concepteurs ont dû aller encore plus loin. Nous avons installé une tête chercheuse laser dans le nez du système pour créer une JDAM laser. La bombe peut donc se diriger grâce aux données GPS, mais l'équipage peut aussi désormais désigner une cible mobile au sol, afin que la bombe modifie son guidage et vise cette nouvelle cible, ce qui signifie qu'elle n'est plus confinée aux simples cibles fixes. La JDAM laser offre la possibilité de toucher les cibles mouvantes à n'importe quel point du champ de bataille. Il faut continuer à illuminer la cible avec son propre laser ou avec un laser allié afin de guider la bombe jusqu'à son objectif. Pour un coût relativement modeste, la JDAM et sa grande sœur à guidage laser, la LJDAM, ont révolutionné le domaine du bombardement. Les soldats au sol peuvent demander un appui aérien en sachant qu'en quelques minutes, une arme très précise touchera la cible qu'ils auront désignée aux pilotes. Cela leur offre un soutien aérien à la fois précis et rapide. Une fois la JDAM larguée, c'est la bombe qui s'occupe de tout. Autre système bon marché, la JDAM peut être combinée à une bombe pesant jusqu'à 900 kg. Sa puissance de feu est donc excellente, mais sa portée dépend de l'appareil qui la transporte. À la 5e place, on trouve la version aérienne de l'arsenal d'artillerie. Il s'agit du gunship AC-130U, surnommé le Spooky.
La présence d'une canonnière volante lourdement armée au-dessus d'une zone de conflit offre un grand avantage militaire et psychologique. Il peut apporter du soutien aux troupes au sol, mais également lancer de véritables attaques d'artillerie. Et lorsque le gunship en question est l'AC-130U, l'ennemi peut se mettre aux abris. C'est un avion d'attaque dont les armes forment la force principale. Basée sur la structure de l'avion cargo C-130, la première version d'attaque au sol est entrée en action en 1967 au Vietnam. Il a beaucoup évolué depuis le Vietnam et nous espérons que ce n'est que le début. Depuis les événements du 11 septembre 2001, le Spooky a été en service constamment, que ce soit en Irak ou en Afghanistan. C'est l'un des rares avions existants qui soit performant dans les 4 domaines d'efficacité qui sont les dégâts, l'endurance, la capacité de survie et la connectivité. À suivre, 20 000 lieues sous les mers à bord d'un sous-marin nucléaire de classe Virginia. Et de retour à l'air libre à bord du majestueux USS Eisenhower. Accrochez vos ceintures pour le vol de votre vie. Pour ce qui est de la capacité de dégâts, le Spooky est doté d'un arsenal impressionnant. Voici notre canon de 25 mm. Nous transportons 3000 cartouches à bord. Il tire à une cadence de 1800 coups par minute. L'avantage de ces munitions à faibles dégâts collatéraux, c'est qu'elles fonctionnent aussi bien en race campagne qu'en environnement urbain. Notre canon à 350 coups minute est incroyable. Nous avons également un canon Bofors de 40 mm. Nous transportons 256 obus à bord. Sa cadence de tir est de 100 coups par minute. Les obus de 40 mm se présentent par lame chargeur de 4. C'est comme cela qu'ils sont chargés dans le canon. Voici le canon Howitzer de 105 mm, pour lequel nous disposons de 100 obus. Le chargement est manuel. Nous tirons entre 7 et 8 coups par minute. C'est mon arme préférée, à cause de l'interaction manuelle requise et de son côté spectaculaire. Les dégâts sont causés par son énergie explosive et par l'expulsion de ses fragments métalliques. Lors du tir, le canon fait dévier la queue de l'appareil d'un peu plus d'1 mètre. Il libère une pression d'environ 5 tonnes et demie, avec un vacarme assourdissant dans l'avion. On a beau avoir l'habitude, on sursaute toujours lorsqu'il se déclenche. À plein, le Spooky pèse 60 tonnes. Avec ses 40 mètres d'envergure, il n'est pas facile à camoufler durant les opérations de soutien aérien. Nous évoluons généralement dans des situations de danger moyen à faible, adaptées aux capacités de l'avion. Les sorties s'effectuent principalement de nuit, car l'obscurité nous camoufle et donc nous protège. Lorsqu'il se verrouille sur une cible, le Spooky dispose d'un double contrôle de tir, qui double donc le danger pour l'ennemi au sol. Cela permet de suivre 2 cibles à la fois. Et donc d'être prêt à tirer sur 2 menaces potentielles. L'équipage se repose aussi sur une communication incessante avec le sol. Cette nuit, nous nous entraînons à diriger la puissance de feu de l'AC-130 sur la cible. Nous la coordonnons de différentes manières, tout d'abord en communiquant, mais aussi de différents moyens de repérage, du pointeur aux lunettes infrarouges. Cela me permet de voir la cible et de relayer ce que je vois sur le champ de bataille à l'avion, pour que nous soyons sur la même longueur d'onde. Roger, cible détruite, stand-by. On forme tous une très bonne équipe. On essaie d'intervenir au sol là où les gars en ont besoin. Le but premier de l'AC-130, c'est de sauver les vies de nos soldats. Le Spooky ne sert pas seulement à tuer l'ennemi, il est aussi là pour nous protéger. La canonnière volante AC-130 obtient de bonnes notes pour la mobilité, la portée, la puissance de feu et l'intimidation. Mais il ne s'agit pas de l'arme la plus puissante de notre palmarès, loin de là. Nous avons déjà passé en revue plus de la moitié de notre sélection de systèmes de choc et d'effroi. En 4e place, voici l'USS Texas, auquel il vaut mieux ne pas se frotter. Il s'agit du 4e bâtiment de l'US Navy à porter ce nom.
Mais c'est le premier sous-marin nucléaire de classe Virginia. Ce sous-marin représente ce qui se fait de mieux en matière de technologie. Ce géant des profondeurs est long comme une fois et demie un Boeing 747 et il pèse près de 8000 tonnes. Cela ne l'empêche pourtant pas de réaliser des opérations secrètes en eau côtière peu profondes et de bénéficier de l'effet de surprise. Le sous-marin de classe Virginia est le premier système de toutes les branches de l'armée américaine réellement optimisé pour le milieu opérationnel qui sera le plus courant au XXIe siècle, c'est-à-dire des eaux peu profondes en bordure des côtes. Même à 25 nœuds, le Texas est plus silencieux que la plupart des sous-marins avançant à 5 nœuds. Des mesures de furtivité telles qu'un revêtement spécial sur la coque et des amortisseurs sous les planchers lui offrent une discrétion insurpassable. Grâce à leur capacité d'évolution quasi indétectable en terrain ennemi, les sous-marins ont toujours été une excellente arme d'espionnage. Mais la majeure partie des innovations sont beaucoup plus techniques. La salle de contrôle contient énormément d'écrans d'ordinateur. Il n'y a plus aucun compteur, plus aucune jauge analogique. On se sent dans la peau d'un pilote d'avion. Il n'y a aucun hublot, aucun paysage à voir. La salle de contrôle comporte plus de 70 écrans, chacun montrant des données cruciales. L'officier de pont m'a donné une profondeur à maintenir. Je dois également maintenir le cap et j'ai donné des instructions pour que la vitesse reste stable au fil des manœuvres. Tout cela apparaît sous mes yeux sur cet écran. Ici le périscope numéro 1. Périscope sorti. Vitesse. Tous les postes, vérifiez profondeur périscope. À vos ordres. Pilote, en avant un tiers. La technologie a même remplacé l'élément le plus emblématique d'un intérieur de sous-marin, le tube poli du périscope. Le Texas est doté d'un mât photonique extérieur, autonome par rapport à la coque. Aucun contact. Rentrez le périscope. Mais toute cette technologie complexe ne servira à rien sans capacité d'attaque. Chargé. Tube 1. De ce côté, le Texas ne manque ni de force de frappe, ni d'impact technologique. L'un des avantages du Texas et des sous-marins de classe Virginia, c'est qu'ils transportent des armes très variées. Nous pouvons entreposer jusqu'à 24 armes qui peuvent être des torpilles classiques ou des missiles terrestres Tomahawk. Mise à feu, tube 2. Pour les attaques à courte portée, le Texas déploie des torpilles ultramodernes, marque 48, conçues pour frapper les bâtiments, même les plus performants. Lorsque la torpille sort du tube, un câble très mince se déploie pour qu'elle reste en liaison avec le sous-marin. L'opérateur peut ainsi guider la torpille pour lui faire éviter les leurres ou les systèmes de brouillage. Nous pouvons la guider grâce à ce câble, mais c'est malgré tout une arme intelligente et parfaitement autonome. En cas d'attaque longue portée, le Texas se tourne vers son arsenal de missiles Tomahawk de 6 mètres de long, capable de toucher des cibles à plus de 1500 km de distance. Un Tomahawk, c'est un missile tir et oublie. Notre mission, c'est de réussir à le tirer sans être détecté pour que le missile de grande précision puisse attaquer sa cible. En termes de portée, on estime qu'un sous-marin de classe Virginia, chargé de ses 24 missiles Tomahawk, pourrait attaquer avec succès environ 70% des terres émergées de la planète. Mais pour des opérations secrètes près des côtes, les armes sortant de certains tubes sont parfois encore plus autonomes qu'un missile de croisière. Voici une amélioration récente. Une chambre d'immersion pouvant contenir 9 personnes. Nous pouvons donc embarquer des Navy Seals, des Rangers, les mettre à l'eau et les récupérer discrètement près de la côte où se déroule notre mission. Immense portée, puissance de feu incroyable grâce à ses capacités nucléaires, furtivité à toute épreuve pour l'élément de surprise, on comprend pourquoi son capitaine en est aussi fier. Mon équipage est formé de jeunes Américains, aussi doués que motivés. C'est la meilleure place au monde. Passons des vagues aux nuages pour découvrir le numéro 3 de notre classement, l'ancêtre de tous les bombardiers stratégiques longue portée, le B-52 Stratofortress. Le B-52 est un symbole de l'US Air Force. Cet appareil dispose d'une puissance exceptionnelle. Il attire l'attention des gens ne serait-ce que parce qu'il est en service depuis très longtemps. Quand on le regarde de plus près, on voit qu'il a 8 moteurs. C'est un avion gigantesque.
Au milieu des années 50, le B-52 était le premier bombardier longue portée à voilure en flèche des États-Unis. Après plus d'un demi-siècle de service, il joue toujours un rôle majeur dans la flotte de bombardiers américaine. Pour moi, le B-52 demeure une arme extrêmement efficace. Il a plus de 50 ans, mais aucune mission ne lui fait peur. Conçu à l'origine pour ne voler que pendant 10 ans, le B-52 est né lors des heures les plus sombres de la guerre froide. Le B-52 a été conçu pour effectuer les missions stratégiques des États-Unis au milieu des années 50. Il a été construit pour évoluer en permanence en alerte nucléaire, pour bien montrer que nous ne reculerions devant rien. Par chance, il n'a jamais eu à jouer ce rôle d'exterminateur nucléaire. Mais en 1965, le B-52 a été appelé à la rescousse au sud du Vietnam. Au cours d'une campagne conventionnelle de support aérien rapproché longue de 8 ans, dont le nom de code était Arclight, le B-52 a effectué plus de 130 000 sorties et largué 2,5 millions de tonnes de bombes. Au cours de la guerre froide, le B-52 a effectué des missions nucléaires, mais aussi conventionnelles, comme lors de la guerre du Vietnam. Une fois la guerre froide terminée, nous avons arrêté les missions d'alerte nucléaire du B-52 pour nous concentrer sur les opérations conventionnelles, avec l'ajout d'armes de précision. La guerre du Vietnam prend fin en 1973, et dans les années 90, la guerre froide n'est plus qu'un souvenir. Mais le B-52 n'a jamais cessé de s'adapter. Si le B-52 a connu un tel succès au fil de ses nombreuses années de combat, c'est parce qu'il a su évoluer en intégrant les technologies et les armes les plus modernes pour s'adapter aux changements tactiques. Il effectue des missions offensives globales et des missions d'interdiction aérienne contre des cibles aussi bien aériennes que terrestres ou navales. Il a été l'un des grands acteurs de l'opération Tempête du désert, qui était la première guerre d'Irak. Plus récemment, il a également été utilisé en Afghanistan, ainsi que pour l'opération Libération de l'Irak. Pour moi, cet appareil s'est bonifié avec l'âge. Avant tout parce qu'il a été modernisé de manière à pouvoir transporter presque toutes les armes employées par l'US Air Force. Cet énorme appareil peut transporter 12 JDAM, soit 11 tonnes, ou encore 16 bombes à fragmentation. Il peut également embarquer toute une gamme de bombes à guidage laser, jusqu'à la Bunker Buster de 2 tonnes. C'est toujours impressionnant de les voir sur un B-52. L'avion est généralement équipé de 3 râteliers à bombes, à l'avant, au centre et à l'arrière. Ils peuvent chacun accueillir 9 bombes. Multiplié par 3, cela fait une capacité de 27 bombes de 200 kg. Le volume et la diversité de l'armement nous permettent de frapper plusieurs cibles de types divers en une seule mission avec un seul appareil. Même s'il s'apprête à souffler ses 60 bougies, le B-52 est encore loin de la retraite. C'est un excellent système d'armement. Sa technologie embarquée évolue constamment afin qu'on puisse participer efficacement au combat. Il n'entre pas dans le top 2, mais le B-52 obtient de bons scores en portée, en mobilité, en puissance de feu et en intimidation. Ce mastodonte aux dents acérées mérite entièrement sa réputation de monstre du ciel. Il est capable de tout à n'importe quel endroit de la planète. Je crois que le B-52 a un brillant avenir dans l'US Air Force. À suivre, découvrez les 2 lauréats de notre classement des armes de choc et d'effroi. Le choix a été difficile. Serez-vous de notre avis ? Médaille d'argent de notre classement des armes de choc et d'effroi, l'USS Eisenhower, surnommé Ike, l'un des 10 super porte-avions de classe Nimitz de l'US Navy, capable de transporter 2 escadrilles de chasseurs bombardiers aux 4 coins du globe. Il est aussi long que l'Empire State Building. À pleine charge, il déplace près de 100 000 tonnes d'eau, autant que les plus gros supertankers de l'histoire. Les mots manquent pour décrire ce géant de près de 2 hectares. Aucun navire sur Terre ne dispose d'une telle puissance de feu.
Il est aussi haut qu'un bâtiment de 24 étages, grand comme un terrain de football, à son point le plus large du pont d'envol. C'est un navire gigantesque. Baptisé en l'honneur du 34e président des États-Unis, l'USS Dwight E. Eisenhower est entré en service actif voilà plus de 30 ans. Il a été admis au service en 1977, ce qui lui fait aujourd'hui 44 ans. Le Dwight E. Eisenhower est un navire aux capacités exceptionnelles, manœuvré par un équipage formidable de plus de 5000 hommes. Il accueille une soixantaine d'aéronefs de combat. Il est entraîné par 2 gigantesques moteurs nucléaires qui lui permettent de naviguer presque indéfiniment à une vitesse de croisière de plus de 30 nœuds. Nous avons renouvelé son carburant à mi-parcours, en sachant que sa durée de vie est estimée à une 50aine d'années. Un porte-avions Nimitz peut embarquer 45 jets. 700 marins s'occupent en permanence du balai aérien des avions de chasse et des appareils de secours. Lorsque nous tournons à plein régime, le pont d'envol du Dwight E. Eisenhower est un endroit très fréquenté de jour comme de nuit. La compagnie d'assurance Lloyd's estime qu'il s'agit de l'un des environnements de travail les plus dangereux de la planète. Il y règne beaucoup de bruit et d'agitation. Nos hommes communiquent essentiellement par signaux. Grâce à une formation très poussée et très sévère, toutes nos missions se déroulent de manière professionnelle et en toute sécurité. Les avions sont hissés sur le pont d'envol grâce à 4 monte-charges géants. Ils sont ensuite catapultés pour passer de 0 à 300 km/h en 1 seconde et demie. Décoller d'un porte-avions, ça vaut toutes les montagnes russes du monde. Un bâtiment de classe Nimitz peut transporter jusqu'à 90 appareils, dont des hélicoptères, des Prowlers, des Hawkeyes, des Hornets et des Super Hornets. Les Super Hornets et les Hornets sont des appareils extrêmement performants. Ils peuvent réaliser des missions de suprématie aérienne, comme des chasseurs classiques, mais également des missions de frappe en tout genre, d'interdiction aérienne ou de soutien dans une situation de combat naval de surface. Les 11 emplacements d'armement du Super Hornet peuvent accueillir tous les systèmes air-air ou air-sol de l'arsenal américain. L'affichage du casque suit tous les mouvements de la tête du pilote et il n'a qu'à fixer une cible des yeux pour la verrouiller. Quant au porte-avions en lui-même, son plus gros défaut tient à sa taille, qui en fait une cible aisément repérable. Bien entendu, les porte-avions de classe Nimitz sont parfaitement équipés pour se protéger. Il est doté de 2 lanceurs de missiles OTAN, Sea Sparrow, ainsi que de 2 lanceurs d'un missile américain à plus courte portée, mais extraordinairement efficace contre les missiles de croisière. Si l'on ajoute à cela nos 32 mesures d'attaque électronique et notre système de brouillage, on voit que le navire est parfaitement à même de se défendre contre tout type de menace aérienne. Et bien entendu, en termes d'impact psychologique, quoi de plus impressionnant qu'un porte-avions nucléaire de 100 000 tonnes ? La simple présence d'un porte-avions dans une région du globe a un effet sur les habitants de la région, sur ce qu'ils pensent et sur ce qui les pousse à le penser. D'un point de vue géopolitique, la capacité de modeler les événements dans le sens des intérêts de l'Amérique est un atout unique au monde. Avec ses 100 000 tonnes, le Ike est indubitablement le système le plus massif de notre classement. Ce qui ne lui vaut pourtant pas la première place. À qui revient-elle ? Sur la première marche, le bombardier furtif B-2, l'emblème de l'arsenal de frappe longue portée de l'US Air Force, mais également l'un des avions les plus techniquement avancés au monde. C'est un appareil révolutionnaire. Il n'existe aucun avion similaire. Le B-2 est unique en son genre, car c'est le seul système d'armement à combiner toutes les caractéristiques de portée, de chargement et de furtivité en un seul appareil. Regardez-le, il force le respect. L'allure inoubliable du B-2 le distingue de tous les autres avions existants, au point que lors de ses premiers tests en vol, une vague d'observation d'OVNI s'est déclenchée. En tant que pilote, quand je vois cette aile volante futuriste en vol, je la trouve magnifique. Il fait 52 mètres d'envergure et 21 mètres de long.
Il est donc plus large que long, ce qui est très inhabituel pour un avion. Il est dépourvu de gouverne, ce qui rend ses caractéristiques aérodynamiques très intéressantes pour un pilote. On se retrouve aux commandes d'une aile volante sans gouverne. Les gens sont fascinés par le B-2 à cause de sa conception et de son allure. Il ne ressemble à aucun autre avion actuel. Sa forme est à la fois fluide et arrondie. Il ressemble un peu à une chauve-souris. Mais ce n'est pas pour sa beauté que la forme d'aile de chauve-souris a été choisie. Elle fait partie intégrante des caractéristiques qui font du B-2 un appareil furtif. D'un point de vue technique, deux éléments étaient incontournables. L'appareil devait avoir une surface équivalente radar minimale, et comme c'est un bombardier, il devait être aussi aérodynamique que possible. La furtivité est le résultat de plusieurs signatures, dont la signature radar, l'aspect visuel, l'empreinte acoustique et le spectre infrarouge. Parvenir à le rendre furtif sur toute la bande de fréquence était un défi considérable. C'est pour cette raison qu'il n'a pas de queue, qu'il est doté de courbes aussi fluides et que ses moteurs sont placés de cette manière. Je dis toujours que la furtivité dépend à 80% de la forme et de 20% des matériaux. Les composés de graphite époxyde de la superstructure de l'appareil permettent d'absorber au maximum les ondes radar. L'emplacement des 4 moteurs est également une mesure de furtivité. Les moteurs sont incrustés dans le fuselage pour éviter les illuminations radar directes sur leur surface avant et arrière. Toutes les armes sont camouflées dans l'appareil. Sa furtivité peut faire croire que l'élément de surprise est la plus grande arme du B-2, tant que l'on n'a pas vu son armement. Le B-2 peut transporter 18 tonnes d'armes, dont la série JDAM, qui varie de 200 à 900 kg. Il peut également accueillir le JASSM, un missile de croisière conventionnel, ou des bunker busters de 2 tonnes. Mais comme c'est un bombardier nucléaire, il peut également transporter 2 bombes nucléaires à chute libre. Les différentes armes que le B-2 peut transporter lui permettent de s'attaquer à des cibles de nature très diverses. Prenons par exemple les 80 JDAM de 200 kg. Chacune de ces bombes peut être réglée individuellement, ce qui fait un potentiel de 80 cibles différentes. Cela n'a plus rien à voir avec l'époque de la Seconde Guerre mondiale, où toute une escadrille de bombardiers était nécessaire pour éradiquer une seule cible. Désormais, un seul B-2 peut détruire 80 cibles. La vitesse subsonique du B-2 le rend très économe en carburant. Et comme il peut se ravitailler en vol, son équipage de 2 hommes peut mener des missions à bien sur toute la surface du globe. Le B-2 est un bombardier intercontinental qui peut faire le tour de la planète s'il dispose d'un ravitaillement adéquat. Il a une autonomie d'une dizaine d'heures et un rayon d'action de 40 000 km. On peut le faire décoller des États-Unis où il est stationné habituellement et lui demander de bombarder une cible à l'autre bout de la planète sans qu'il ait à se poser pour faire le plein ou pour renouveler son arsenal. Cette capacité de ravitaillement en vol permet au B-2 d'obtenir de très bonnes notes en mobilité et en portée. Bien entendu, sa furtivité est indépassable et la richesse de son armement lui donne la note maximale dans le domaine de l'intimidation. Le plus gros impact psychologique du B-2 sur l'ennemi vient peut-être du fait que ce dernier ne peut se considérer à l'abri nulle part sur la surface du globe. En ce sens, le B-2 représente la suprématie aérienne dans sa forme la plus pure et la plus dangereuse. Déjà. C'est le marshalling. C'est le marshalling. J'arrête, je dois te faire pivoter. Moderne, il faut savoir détruire les cibles, mais également éviter les dommages collatéraux superflus. Tous les systèmes de missiles avancés sont conçus dans cette optique. Les charges sont réduites au profit d'une plus grande précision, permettant de minimiser les risques de dégâts involontaires. Mais Israël est allé encore plus loin avec un missile révolutionnaire spécialisé dans les frappes en profondeur. Son nom, Delilah. Une
Une fois sa cible repérée, le missile Delilah peut attendre la confirmation de son identité avant d'enclencher son attaque. Cette intervention humaine minimise grandement les risques d'erreur. Il s'agit d'un missile de précision doté d'une capacité d'attente. Un bon avion équipé d'une bonne arme, c'est ce qui offre le meilleur avantage. Il est très petit. Sa charge n'est que de 30 kilos. Si elle est petite, c'est parce qu'on a voulu qu'il soit précis, de manière à contrôler au maximum les dégâts collatéraux. Il est très aérodynamique et il peut rester très longtemps en l'air. Les missiles de croisière sont des sortes de drones. Ils s'attaquent à des cibles préprogrammées. Le Delilah, par contre, peut tourner autour de la cible pour attendre le moment d'attaque idéal. Une fois tiré, le Delilah vole de manière entièrement autonome jusqu'à une destination préprogrammée à l'aide d'un GPS et d'un système de navigation par inertie. Une caméra installée dans le nez du missile localise une cible pouvant se trouver jusqu'à 16 km plus loin, puis en transmet une image vidéo à la base. La stratégie de domination rapide, plus connue sous le nom de choc et effroi, nécessite l'emploi d'armes parmi les plus efficaces au monde. Une grosse explosion, un gros boom. Elles doivent être assez puissantes pour écraser physiquement et psychologiquement l'adversaire. Il est capable de tout à n'importe quel endroit de la planète. La surprise est également un facteur crucial. À quelle vitesse ces armes peuvent-elles être déployées et quelle est leur portée ? Décoller d'un porte-avions, ça vaut toutes les montagnes russes du monde. Nous avons sélectionné les armes que nous estimons au-dessus du lot parmi 6 catégories distinctes. Les fusils courte portée, l'artillerie lourde, les guerriers robotisés et dans cet épisode, les armes de choc et d'effroi. Maintenant, c'est à vous de décider laquelle vous semble la meilleure. Quoi de mieux qu'un compte à rebours pour commencer notre classement ? À la 10e place, le canon suédois MK110, l'un des systèmes d'arc. Toutes les cibles molles du bord sont alors détruites, mais le navire en lui-même reste intact. Ce mode rend l'obus absolument impossible à brouiller. Même les contre-mesures électroniques ne fonctionnent pas. 3 modes de proximité distincts utilisent un radar pour déclencher la fusée lorsque l'obus s'approche de la cible. Il perçoit les réflexions des signaux qu'il envoie devant lui. Si une cible est proche, cela déclenche la détonation. Pour les cibles fortement blindées, le mode impact fait exploser l'obus au contact pour maximiser les dégâts. Les munitions intelligentes sont le facteur crucial. Nous n'avions jamais rien vu de tel. Le mode de détonation peut même être reprogrammé jusqu'à la mise à feu pour s'adapter à tous les types de menaces et garantir la meilleure efficacité possible. Le Mark 110 a déjà été choisi par l'US Navy pour ses nouveaux vaisseaux de combat en milieu littoral, ainsi que par les patrouilleurs des gardes-côtes américains. Selon nous, le Mark 110 a une excellente puissance de feu, mais le fait qu'il soit installé sur un bateau abaisse ses notes de mobilité et d'intimidation. Il offre avant tout beaucoup de solutions. Quittons la Suède pour nous rendre en Israël où nous attend le numéro 9 de notre classement d'armes de choc et d'effroi, le missile Delilah. Dans la guerre urbaine, si la cible doit être vérifiée, le missile tourne autour de la zone en attendant de recevoir l'ordre d'attaquer, d'abandonner ou de se mettre à la recherche d'une autre cible. Le fait que l'opérateur puisse voir la cible, comprendre avec précision où frapper et se concentrer sur un point bien spécifique est la clé du succès de ce genre d'attaque. Le système aérien d'origine s'est vu adjoindre depuis peu une version terrestre et une version navale, offrant une capacité de frappe d'une portée supérieure à 150 km.
Les nouveaux modèles utilisent une fusée d'appoint pour faire monter le missile jusqu'à son altitude optimale, puis le moteur à réaction s'allume pour la phase de croisière. Il peut être tiré depuis un avion, un hélicoptère, un navire ou bien depuis le sol pour atteindre une cible située plusieurs centaines de kilomètres plus loin. Avec le Delilah, je me sens en confiance. Et je sais que je vais mener ma mission à bien. Malgré sa grande précision, la petite charge de 30 kg du Delilah et sa faible portée réduisent ses capacités de choc et d'effroi. Le missile intelligent d'Israël ne prend donc que la 9e place de notre liste. À suivre, notre compte à rebours continue avec une bombe emblématique, mais aussi avec un avion capable de tous les exploits pyrotechniques. Artillerie navale les plus évoluées au monde. Ses atouts sont sa précision, sa cadence de tir et ses munitions programmables. Le 110 est un canon naval ultramoderne, conçu pour s'attaquer à toutes les menaces navales imaginables. Les canons navals traditionnels sont très efficaces contre de grosses cibles lourdement blindées. Mais les menaces modernes vont des petites embarcations très maniables aux drones automatisés ultra légers. Et le Mark 110 a donc été conçu pour être plus polyvalent. 220 coups par minute, c'est une cadence exceptionnelle. Il est doté de munitions intelligentes. Elles s'adaptent au type de menaces rencontrées, que ce soit des missiles anti-navires ou des cibles de surface. Mais il est également très fiable, ce qui est capital. Ces munitions forment l'élément clé de ce canon multifonction. Grâce à sa portée de 14,5 km et à ses obus contenant 8000 fragments en tungstène préformés, ses effets sont dévastateurs. C'est comme un tir de fusil. Même sur une cible très mobile, la pluie de plomb qu'il envoie est dévastatrice. Son obus de 57 mm n'est pas gros selon les standards de la marine. On pourrait croire que cela prive le canon du facteur d'intimidation dans le principe du choc et de l'effroi. Mais le détonateur intelligent peut être programmé selon 6 réglages différents. En mode explosion aérienne, l'obus saute au-dessus de la cible et l'inonde d'une pluie mortelle de fragments de tungstène.